Effectivement, Sudrail, c'est le bébé contestataire CFDT qui se fâche contre le grand-père, quelque part, hein. C'est 95, la naissance de Sud. Et donc, évidemment, on va chez ce qui représente la trahison sociale, Laurent Berger, parce qu'il a osé négocier et faire de la démocratie sociale apaisée, voilà, type suédoise, type Europe du Nord. On n'est pas habitué à ça. En tout cas, moi, ce que je pense que ça montre quand même, et le regard des Européens sur nous, des étrangers sur ce qui se passe en France aujourd'hui est très instructif. On est quand même toujours vraiment incapable d'avoir une démocratie sociale apaisée en France et de faire des compromis qui ailleurs se font naturellement. Mais- On a vraiment cette culture-là, mais depuis la Révolution française, Mais- on travaille par rapport de force, et puis il y a toujours un gagnant, un perdant. Et est-ce que c'est ça, aujourd'hui, qui n'est pas notre impasse? Vaste question. J'ai un trou de mémoire, mais il me semble que le siège de la CFDT avait déjà été victime de casses très importantes il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Le siège de la CFDT, on avait cassé les vitres ou quelque chose comme ça, je m'en rappellerai. Donc c'est souvent la CFDT qui ramasse quand même, hein, parce qu'on se souviendra aussi de sa secret. Alors là, je me rappelle très bien de ces images-là, et Cota qui avait été obligée de quitter un cortège de manifestations parce qu'elle avait été prise à partie par d'autres organisations. Ça s'était très très mal passé. Et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le chef de l'État qui sort quelque part vainqueur face à cette division syndicale. Alors qu'il y a quelques semaines, ils étaient tous ensemble. Il va le laisser dire. Jamais il ne dira ça. Parce que, mais il va instrumentaliser. Évidemment, c'est assez facile pour le président de la République qui avait besoin de retrouver avec son exécutif, il n'y a pas que lui, mais l'exécutif, un second souffle autour de ce projet de réforme des retraites, qui est assez compliqué à comprendre, tout le monde s'accordera, qui s'est beaucoup modifié au fur et à mesure du temps, qui a connu des rebondissements incroyables, Delevoye qui disparaît, l'arrivée d'un autre qui est lui-même député LREM, etc. Enfin, tout ça est assez confus, et là-dessus, vous avez la divine surprise pour le président de la République, les syndicats qui commencent à se diviser, et un front syndical qui se délite. Ouais, un front syndical qui se délite, c'est forcément pour l'exécutif plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il va arriver dans un rapport de force complètement modifié au moment des négociations. Je me demande comment vous s'ouvrir cette fameuse semaine de négociations qui va avoir lieu bientôt. Il faudra faire le récit de l'intérieur. Certains journalistes ont commencé à le faire, de toutes ces coulisses de la réforme des retraites. Et certains ont hurlé quand Marine Le Pen a dit l'âge pivot était une arme tactique pour réussir à arriver à ce point-là, à ce point d'arrivée-là. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'âge pivot, si à un moment donné, Édouard Philippe ne met pas l'âge pivot en décembre dans son discours au CESE, dont il sait pertinemment que cela va d'abord crisper tout le monde, et qu'après, il va pouvoir ajuster, reculer, amener les uns les réformistes, pas les autres, s'il n'y a pas l'âge pivot à un moment donné pour créer ce débat et ce point de fixation de négociation, il n'y a rien de possible. Donc, vraiment, je vous assure qu'en coulisses, chez les marcheurs, hein, on assume que l'âge pivot, qui a crispé, qui a braqué les Français, qui a créé de l'incompréhension, et dont on ne sait pas s'il ne reviendra pas finalement à la fin, parce qu'il n'y aura peut-être pas l'accord budgétaire sur le fameux cocktail qui doit compenser son retrait. En tout cas, cet âge pivot pour le mois de janvier a créé les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Il a remis autour de la table les réformistes, parce qu'eux ont l'impression d'avoir une victoire avec ce retrait provisoire, et les autres continuent à contester, mais dans un mouvement social qui change de forme et qui s'use, et la stratégie d'usure, elle était là depuis le début aussi pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Donc ça n'est pas réglé. Il y a des dégâts dans l'opinion. Qu'est-ce que ça donne dans les urnes en 2022 ? Je ne sais pas. En tout cas, ça crée sans doute de la défiance encore un peu plus. On ne connaît pas le point d'arrivée en juin pour savoir si oui ou non il y aura cette mesure d'âge qui fait débat et qui fait polémique dans la classe politique et chez les Français. Mais là, à court terme, c'est plutôt un gouvernement qui se retrouve conforté dans sa gestion d'un ordre face au désordre. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire ce soir. Il faut quand même clarifier juste quelque chose, parce que ça me paraît très important pour les gens qui nous suivent ce soir. C'est que vous avez deux positions qui sont extrêmement différentes, c'est celle du président de la République et celle du Premier ministre. Pourquoi ? Le président de la République, lui, dit, voilà, j'ai un projet, on va faire cette réforme, c'est comme ça. Il donne des ordres. Derrière, il y a le Premier ministre qui va aller à l'Assemblée nationale
qui va défendre le texte avec en plus une partie de sa majorité qui risque de se retourner doucement, hein, on est chez les marcheurs, hein, ça va se retourner doucement, mais ça risque de bouger un petit peu à l'Assemblée nationale, donc première lecture. Mais surtout, un texte comme ça, on est en France. On ne peut pas faire voter un texte s'il n'y a pas un financement en face. Et le financement n'arrive qu'en deuxième lecture, une fois que la conférence de financement a terminé ses travaux fin avril. Et donc il y a une première lecture étrange. La première lecture, c'est très bizarre, parce que vous avez une première lecture qui n'a pas de financement. Normalement, on ne vote pas un projet qui n'est pas financé. Hein. Et ça va être une guérilla parlementaire déjà amorcée. Et puis un montage, un mécano pour rentrer dans les clous, c'est-à-dire que si ça coûte 17 milliards, il faut qu'on mette 17 milliards en face. Je dis n'importe quoi comme chiffre, mais il faut qu'il y ait un financement en face. Non, c'est une photo. Donc il va falloir quand même réfléchir sur le... on reparlera des 3 points que le Premier ministre avait mis en avant, c'est-à-dire augmentation des cotisations, baisse des pensions ou âge pivot. Ce n'est qu'un chapitre du film des retraites ce soir, qui dit effectivement qu'il y a un front syndical fissuré dont profite le gouvernement, mais le dénouement de l'histoire des retraites en juin, bien malin, qui vous dira comment ça va se passer. Alors, on va revenir sur ces images de la soirée, cette manifestation devant un théâtre parisien. Vous voyez ces images qu'on vous diffuse sur LCI. Plusieurs dizaines de personnes ont tenté de rentrer dans ce théâtre alors qu'Emmanuel Macron était à l'intérieur. Il a pu finalement, de son côté, être exfiltré. Les manifestants, eux, ont été repoussés par des CRS qui sont intervenus. L'entourage du chef de l'État indique ce soir qu'il a pu assister à toute la représentation jusqu'au bout et qu'il continuera d'ailleurs de se déplacer et d'aller voir des pièces de théâtre et ce genre de représentation. On va écouter ce qui s'est passé avec ce témoignage qu'a recueilli Florian Litzler d'une employée qui se trouvait à l'intérieur de ce théâtre. Au bout d'un moment, il y a eu quelqu'un de la sécurité qui est descendu en courant dans les escaliers de la corbeille vers le parterre. Et là, 15 personnes environ se sont levées et on a vu qu'il y avait Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Après, donc ils sont partis en courant et au bout de peut-être 10 minutes, Emmanuel Macron est revenu dans les Bouffes du Nord, mais seul, enfin sans Brigitte. Et après, il est resté jusqu'à la fin du spectacle et il a applaudi. Et après, il y a eu des petites perturbations devant le théâtre. PBFM. Voilà donc pour le témoignage de cet employé à l'intérieur du théâtre.